Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 19 février pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Si vous souhaitez vous aussi participer à votre façon à cette matinale, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans cette matinale, mais également de nous informer sur l'information trafic, sur les chantiers ou les ralentissements que vous pourriez rencontrer ce matin, mais également nous indiquer quel temps fait-il du côté de chez vous ce matin. Et justement, en parlant de la météo, jetons un rapide coup d'œil à cette météo de ce jeudi 19 février. Et vous le voyez, les températures sont douces. Au réveil, 8 à 10 degrés d'est en ouest pour la Vendée ce matin. La dépression Pedro glisse vers le centre du pays. Des améliorations poussives sont donc à prévoir dans le milieu de l'après-midi. Les pluies de ce matin devraient donc s'estomper dans le courant de l'après-midi avec un mercure qui grimpe légèrement. En ce qui concerne le vent, il est toujours assez fort. Ce vent qui a atteint presque les 100 km/h dans la nuit et qui sera toujours entre 80 et 100 km/h sur le littoral. C'est pour cet après-midi. Justement, restons sur ce littoral et intéressons-nous aux horaires des marées du jour. Marées dont les coefficients sont les plus importants en ce mois de février. Aujourd'hui, 96, 97 du côté de la Tranche-sur-Mer, 91, 94. Nous sommes cette fois-ci du côté du passage du Gois. Des forts coefficients et des vents violents qui créent donc de nombreuses vagues importantes. Des creux de près de 7 mètres étaient attendus. Aujourd'hui, en Vendée, de nombreuses communes avaient donc fermé leurs plages. La première pleine mer du jour était prévue ce matin, entre 5h30 et 5h43. Première basse mer du jour aux alentours de midi. Et je vous le rappelle comme chaque jour, voici l'info chantier, les ralentissements que vous pourriez rencontrer sur le réseau routier vendéen en ce jeudi 19 février. Un secteur dont vous avez l'habitude depuis ce début du mois de février, entre Comquier et Saint-Christophe du Ligneron, la RD 754 est fermée à la circulation pour des raisons de sécurité, car oui, le pont qui est situé sur cette route a vu sa voûte partiellement chuter en raison des intempéries, des travaux engagés d'urgence donc par le département qui doivent se terminer à la fin du mois avec un remplacement de ce pont par un pont en béton préfabriqué. Un second secteur où des ralentissements sont à prévoir, c'est du côté d'Esnay, sur la 4 voies entre Esnay et La Roche-sur-Yon. Des travaux de remplacement de panneaux sur la 4 voies ont débuté cette semaine. Conséquence, des basculements de voies sont opérés. Fin de chantier prévu pas avant le début avril. Et je vous propose désormais de passer à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Après Nils, voici désormais la dépression Pedro qui balaye la Vendée en ce milieu de semaine. Les rafales de vent frôlent donc les 100 km/h, je vous le disais, sur le littoral vendéen depuis cette nuit. C'est pourquoi le département a été placé en vigilance jaune au vent violent. La Vendée placée en vigilance orange pour vagues submersion ce matin, avec un pic à la marée haute de 5h30 et des vagues de plus de 7 mètres qui étaient attendues. Du côté de nos rivières, la Sèvre niortaise est toujours placée en alerte orange au cru à Mareuil-sur-Lay, où le lait a connu un pic de crue à 2,89 m, jamais atteint depuis 2001. Plusieurs maisons ont donc été inondées, vous le voyez avec ces images à l'écran. Les prochains épisodes pluvieux sont donc scrutés avec attention par la municipalité qui a d'ores et déjà demandé l'état de catastrophe naturelle pour la commune. Je sais qu'il y a des situations beaucoup plus compliquées plus au sud de la Vendée et dans le Marais. Pour Mareuil, on annonce à peu près 20 mm là, sur ce soir et demain. Après, ça va dépendre de la vitesse de précipitation des pluies, mais le lait est bien redescendu. Donc je pense que pour nous, ça ne devrait pas poser trop de soucis.
Pour l'instant, la prévision nous met la salle de sport hors de l'eau. Donc, entre le moment où l'eau rentre dans la salle de sport et les premières maisons, on a une marge qui est quand même importante de à peu près 30 cm. Donc, je pense que pour les habitants, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et cette nuit, quelques coupures de courant ont été recensées et traitées par Enedis. Tout devrait être rentré dans l'ordre ce matin. Le logiciel Arpège n'a pas été enterré. Déployé en test dans les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée depuis 2024, l'objectif de ce nouvel outil était de pouvoir automatiser le traitement des indemnités journalières. Et si l'on pouvait s'attendre par conséquence à une baisse du nombre d'agents sur les plateformes, c'est tout l'inverse qui s'est produit avec des blocages de dossiers, des erreurs de paiement et bien sûr des pertes de temps pour les agents. Alors que certains pensaient voir Arpège disparaître, la CPAM a annoncé la semaine dernière qu'une refonte du logiciel était prévue d'ici fin 2026. Du côté des salariés du service indemnité journalière, la situation ne s'améliore pas. Le bémol, c'est que l'automatisation qui était censée être faite ne se fait pas. Et on doit sans cesse manipuler et attendre les réclamations des gens pour pouvoir les payer. Donc les gens ne sont pas payés. On met des gens dans la précarité, que ce soit au niveau de la CAF, au niveau des impôts, tout ça. On met également des agents en surcharge de travail à cause d'Arpège, puisqu'on ne sait jamais comment prendre un dossier. C'est toujours un temps de réflexion immense, avec une durée de traitement des dossiers qui est bien plus rallongée qu'avant. Arpège, c'est vraiment un logiciel qui nous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Avant, ce qu'on pouvait traiter en une après-midi, on le met plusieurs jours maintenant à le traiter. C'est un logiciel national, mais la Vendée et la Loire-Atlantique étaient en pré-série. Donc ça a été sorti uniquement sur ces deux départements-là. Sauf que tout de suite, c'est monté au créneau, comme quoi il y avait des soucis. L'audit d'Arpège montre bien que tout est en faveur de la CNAM, rien en faveur des agents. Donc en fait, ce qu'on remonte, c'est qu'Arpège est un logiciel qui est défaillant. Et sollicité par nos équipes, la CPAM n'a trouvé, je cite, aucun porte-parole pour répondre à une interview. Zoom sur la 3e édition du Casse-Croûte vendéen. Organisé par le grossiste Devaux, cet événement a pour but de rassembler l'ensemble des producteurs qui voient ensuite leurs produits distribués par le grossiste aux 4 coins de la Vendée. Ils étaient une 60aine de fournisseurs à participer à l'événement cette année. Un moment de convivialité qui permet également de prendre conscience de la force de cette chaîne alimentaire qui relie directement le producteur au consommateur en Vendée. Nous sommes là pour défendre le tissu économique et agricole vendéen. Aujourd'hui, l'établissement Devaux, on distribue à la période printanière estivale, de mai à septembre, 45% de produits sont issus de l'agriculture vendéenne. Et bien là, on est là pour perdurer cet élan d'approvisionnement local. 80% sont issus du tissu agricole fruits et légumes, mais pas que. Nous avons également des producteurs de bœuf, œufs, fromage, également de la minoterie, mais c'est quand même essentiellement une activité fruits et légumes. Devaux est un de nos gros clients et ça permet à nos travailleurs de voir le circuit de nos légumes, parce qu'ils voient aussi le fruit de leur travail. C'est un moment aussi qu'on retrouve les autres maraîchers. On parle de nos difficultés évidemment, mais on rencontre d'autres gens. Là, on était avec des gens qui produisent du lait et c'est super intéressant. Direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où l'agence France Travail du territoire a organisé cette semaine un job dating dans la salle de la conserverie. Un rendez-vous dont l'objectif reste de faciliter l'accès à l'emploi pour les locaux en recherche. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui présente d'ailleurs un profil hybride en termes d'emploi, puisque s'y mêlent postes dits classiques et activités liées à la mer et au secteur du tourisme. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est un territoire qui aujourd'hui résiste bien, en tout cas sur le front de l'emploi. On a des offres, en tout cas pour ce matin, des entreprises qui offrent de l'emploi en CDD, en CDI, pas que du saisonnier. C'était aussi un enjeu du job dating de cette année, c'est d'aller chercher des employeurs qui ont la possibilité aussi d'offrir de l'emploi durable, notamment pour nos seniors, qui sont quand même majoritaires sur le territoire, et puis pour les jeunes, en recherche d'emploi également. On est sur une 50aine d'entreprises, on a 47 présentes, 50 invités, donc on est plutôt satisfait en tout cas du résultat, sur tout domaine d'activité. On a de l'hôtellerie-restauration, du commerce, vous avez du service à la personne, enfin on est quand même multi-employeur, multi-secteur. On met souvent en avant les secteurs qui vont lier à la saison touristique, mais on a aussi des besoins ailleurs et dans beaucoup de domaines d'activité. Donc je dirais que la
priorité, c'est offrir de la visibilité même à des employeurs qui ont une moins grosse vitrine et qui ont quand même des besoins et qui offrent des opportunités durables. On reste sur la côte, au Sable d'Olonne cette fois-ci, où 7 jeunes artistes âgés de 20 à 30 ans sont actuellement en pleine répétition du spectacle Mash-up La Chaussette du Bonheur, qu'ils joueront du 2 au 4 avril prochain dans la salle de l'Espadon au Sable. Un spectacle familial dont le fil rouge repose donc sur l'assemblage de musique et l'enchaînement de scènes humoristiques. Une œuvre que les 7 co-créateurs ont mis sur pied ensemble et qui demande désormais un travail de perfectionnement jusqu'au jour J. Jeanne Bell vous emmène à leur rencontre. Pour ce spectacle, tout tourne autour d'un concept, le mash-up. Plusieurs chansons mises ensemble pour ne faire qu'un morceau. C'est la base de leur comédie musicale et pour cela, la troupe mise sur le collectif. On avait vraiment envie que ce projet soit plus humain que faire un casting du meilleur chanteur ou de la meilleure danseuse ou du meilleur comédien. On a tout fait tout seul, donc on s'est auto-mis en scène, on a fait nos chorégraphies, etc. Et là, on avait besoin d'un regard extérieur. Du coup, on a fait venir Yoni et Adrien, qu'on a rencontrés il y a un petit moment sur leur spectacle Les Franglaises. Ça, clairement, j'adore. Fais voir, non, mais ça, c'est vraiment dépassé. En fait, vous continuez... Les 2 comédiens apportent leurs conseils pour permettre à l'équipe de se perfectionner. Ils ont un super groupe, on sent qu'ils se connaissent depuis longtemps. Donc voilà, donc je pense aussi que c'était très proche de nous, les Franglaises, de notre histoire, qui est aussi un spectacle de potes. Donc ça nous parle vachement ce qu'ils font. Et ça avance super bien et je suis sûr que le résultat va être mortel. Pour cela, ils se retrouvent en résidence au Sable d'Olonne 3 fois par semaine. On répète ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble. C'est vraiment toujours très intensif. Et ça sur une période de 3 mois, juste avant le spectacle. Une grande partie de l'équipe est originaire de Vendée et a notamment un pied à terre au Sable d'Olonne. Et grâce au soutien de l'agglomération, on a pu avoir accès à des espaces qui nous permettent de répéter et de pouvoir aussi préparer au mieux les premières représentations en avril 2026 avec une résidence technique pour là caler tout ce qui va toucher aux lumières, tout ce qui va toucher au son, mettre en scène le spectacle au plateau et ça c'est super important. Et sur ces moments de résidence-là, c'est vraiment des moments privilégiés où on est 3 jours non-stop tous ensemble. Leur objectif ? Emmener ce spectacle vendéen le plus loin possible. Et on termine ce journal avec un mot de sport et la 2e édition du tournoi de tir à l'arc adapté qui avait lieu cette semaine au gymnase des Chirons au Sable d'Olonne. Porté par le club des archers sablés, l'événement a rassemblé près de 30 participants en provenance de plusieurs établissements spécialisés dans les handicaps mentaux et psychiques. Une pratique du tir à l'arc adapté qui augmente au fur et à mesure que les bénévoles se forment afin d'encadrer au mieux les nouveaux archers. Les personnes handicapées sont toutes différentes et nous rencontrons parfois certaines difficultés. Certains ne veulent pas être touchés, certains ont peur de nous, certains, comment dirais-je, ont du mal à appliquer les consignes. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Au début, on se demandait, franchement, il y a 7 ans, on se demandait comment on allait faire. Surtout que nous n'avions pas de formation particulière, que de la bonne volonté. Et puis on s'est rendu compte qu'au fond, c'était quand même beaucoup plus facile qu'on ne l'imaginait. On a des jeunes et des adultes qui sont porteurs de troubles, qui ont besoin de maîtriser les mouvements. Ça s'apprend, il faut être patient et ça progresse. Et on arrive à avoir des jeunes qui basculent dans le milieu ordinaire, qui tirent le mercredi avec d'autres jeunes. Beaucoup de sports individuels, la bascule est possible et l'inclusion est très facile. C'est beaucoup plus compliqué dans le sport collectif, mais dans le sport individuel, c'est possible. Ça va dans le bon sens. On a triplé en 5 ans le nombre de licenciés porteurs de handicap. Et puis, voilà, ils sortent des établissements, ils viennent nous voir, des jeunes de classe Ulysse également, donc c'est bien, quoi. Et c'était le journal de la rédaction préparé par les équipes de TV Vendée. Place à votre question du jour. Chaque matin, dans cette matinale, nous vous
proposons de répondre à une question d'actualité ou concernant votre vie quotidienne. La question du jour est en lien directement avec un reportage proposé hier dans nos éditions. Nous étions du côté du groupement départemental de gendarmerie de la Vendée pour une cérémonie d'hommage aux gendarmes dont certains ont été décorés d'une médaille pour leur courage et leur sauvetage de personnes en danger. Quel est le plus beau geste de secours auquel vous avez pu assister? Voici donc la question du jour que nous vous posons. N'hésitez pas à partager vos témoignages en commentaire sur notre page Facebook ou par SMS sur le WhatsApp de la matinale. Place désormais à votre chronique du jour. Au programme de ce jeudi 19 février, le 3e numéro de votre nouvelle chronique de la matinale « Explique-moi ma mairie ». À un peu moins d'un mois du premier tour des élections municipales, « Explique-moi ma mairie » présente chaque semaine une thématique en lien avec les élections, droit de vote, pouvoir des maires ou encore comment se passe un dépouillement. Dans ce 3e numéro, Caroline Tronche vous présente le matériel nécessaire à la bonne tenue des votes. À quoi ça sert ? C'est quoi le conseil municipal? Ah bon, le conseil municipal? Le maire, je sais pas. Le maire, c'est vraiment lui qui décide de tout. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Explique-moi ma mairie. Nous sommes toujours à Martinets et nous sommes même au cœur même de la vie municipale de Martinets puisque nous sommes au sein de la mairie. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne justement un bureau de vote. Quels sont les éléments, le matériel obligatoire quand on procède à une élection? On commence par la table de décharge. C'est là où je suis, c'est ce que vous voyez en premier quand vous rentrez. Enfin, vous voyez en premier, en deuxième en fait. Car si vous êtes très attentif, vous avez tout d'abord un espace d'affichage sur lequel vous allez retrouver les textes de loi qui vous rappellent le secret du vote, le déroulé du scrutin, les horaires du bureau ou encore les pièces obligatoires qui sont à présenter. Vous arrivez ensuite ici. Vous êtes accueilli par quelques membres du bureau qui vont commencer par vérifier votre identité. Vous savez, avec le fameux papier d'identité dont nous avons déjà parlé. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'isoloir, évidemment. Il en faut au moins un pour 300 votants dans chaque bureau. Et toujours un pour les personnes à mobilité réduite. Beaucoup de choses sur la table de vote qui est l'étape suivante de votre parcours. Alors vous inquiétez pas, hein, on reviendra dans un prochain numéro sur très exactement le parcours du votant. Moi, ce que je voulais vous montrer sur cette table de vote, c'est tout ce qui est nécessaire pour les personnes qui organisent, le président, ses assesseurs, le secrétaire, qui organisent donc la bonne tenue des élections. On va retrouver notamment un code électoral. Alors, ici à Martinets, et comme dans beaucoup de communes, justement, je vous cache la date. Ah, on est entre nous, je vais vous expliquer pourquoi. Le code, en fait, il évolue très régulièrement. Et aujourd'hui, il est obligatoire, mais ce qu'on fait dans un bureau de vote, c'est qu'on a un ordinateur avec les textes mis à jour en temps réel. Avant, c'était l'impression papier, mais il faudrait le racheter tous les ans, ce qui est un petit peu contraignant. On retrouve aussi, évidemment, dans les accessoires, un petit peu la star du vote, c'est l'enveloppe. On ne vous l'a pas montré tout à l'heure, cette enveloppe qui est officielle, et on ne peut pas mettre dans n'importe quelle enveloppe le fameux bulletin. Elles sont par paquet de 100, ce qui permet ensuite, au moment du dépouillement, de les remettre ensemble dans des enveloppes de centaines. On va en reparler quand on va détailler le dépouillement, justement. Je vous expliquerai un petit peu en quoi cela consiste. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur ma table de vote? Ah oui, vous savez la fameuse carte électorale qui n'est pas obligatoire mais fortement conseillée. Elle arrive comme ça en mairie. En fait, ce sont des plaquettes de 4 cartes qui sont achetées par les municipalités et ensuite elles vont avec leur propre logiciel pouvoir venir y apposer votre identité, le bureau et puis ensuite c'est à nous de faire tamponner à chaque passage devant l'urne justement, la voilà. Là aussi vous savez, c'est pas n'importe quelle boîte à chaussures l'urne quand on vient glisser son bulletin. Il faut qu'elle ait à minima 4 faces transparentes pour respecter la démocratie et puis la transparence du vote justement. Un compteur sur le dessus. Et puis, il faut également 2 serrures avec 2 clés différentes pour fermer cette urne. Alors là, typiquement, vous l'avez tous vue, celle-ci. C'est celle qu'on retrouve généralement dans nos bureaux de vote. Ça, vous reconnaissez ? C'est la règle d'émargement. Mais oui, quand on a glissé son bulletin après, il faut signer. Donc on va... Alors là, ce n'est pas une liste
On va éviter de vous montrer les noms et les adresses des habitants de Martinez. Mais en général, vous savez, on a la fameuse liste. Hop, on vérifie si c'est bien son nom, bien son adresse. Et puis, on a la petite case dans laquelle on signe. Eh bien, ça se fait avec cette règle qui, là aussi, n'est pas n'importe quelle règle. Et puis, on termine avec le fameux tampon sur ma carte électorale pour dire oui, j'étais là, oui, j'ai voté au premier tour, au deuxième tour des municipales 2026, par exemple. Vous savez qu'il y a aussi certaines communes, il y en a une seule en Vendée, c'est les herbiers, qui ont des machines à voter. Il n'y a que les herbiers parce qu'il y a eu un moratoire après que les herbiers aient acheté leurs machines. Et les autres communes ne peuvent plus se porter candidates pour avoir des machines à voter. Et là, c'est beaucoup plus simple. Vous avez simplement, on vous mettra une explication, une image. Vous avez simplement une machine, vous passez derrière, vous cliquez sur un bouton pour voter. Mais en Vendée, il n'y a que les herbiers, encore une fois, qui procèdent à ce vote. Voilà un petit peu tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans votre bureau. Maintenant, eh bien, on va essayer de comprendre le cheminement, comment tout faire dans le bon ordre. En attendant, vous en savez un petit peu plus sur votre mairie et vos voisins aussi. Et rendez-vous donc jeudi prochain pour découvrir la suite de cette série de chroniques Explique-moi ma mairie. Il est l'heure de passer à votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée, émission de culture, d'histoire ou encore d'actualité. Aujourd'hui, zoom sur l'émission Dans le rétro, présentée par Romain Trichereau, qui vous plonge dans l'histoire de la Vendée chaque semaine et vous propose également de répondre à une énigme. Direction cette semaine, la ville de Brême-sur-Mer. La motte repose sur une butte en partie naturelle, remaniée par l'homme dès le haut Moyen-Âge, probablement à l'époque des invasions normandes, entre le 9e et le 10e siècle. À cette époque, la géographie est bien différente. La mer pénètre profondément dans les terres et la rivière du Brando, alors navigable, mêle ses eaux à celles de l'océan, au pied même de la motte. On se situe alors au croisement des voies terrestres et maritimes, sur ce que l'on appelait la route de l'étain, un axe commercial essentiel reliant l'Atlantique au réseau intérieur. Haute de 22 mètres pour une circonférence d'environ 170 mètres quand même, la motte domine tout le paysage alentour. D'abord sans doute surmontée d'un château en bois, elle est progressivement transformée. Et à partir du XIe siècle, une véritable forteresse de pierre voit le jour, entourée de larges douves. Le tout devait protéger l'ancien port de Bram. Saint-Nicolas de Brême devient alors le siège de la baronnie du Brandois, l'un des pouvoirs seigneuriaux les plus importants du Bas-Poitou. Avec Talmont, Brême fait figure de chef-lieu du pays talmondais, où l'on rend justice et où s'organise le contrôle du territoire. Jusqu'au XVe siècle, la place compte parmi les grandes forteresses régionales. On estime que la forteresse a été détruite au cours du XVIIe siècle, probablement lors des guerres de religion, période particulièrement violente pour les places fortes du Poitou. Après la Première Guerre mondiale, une croix monumentale est érigée au sommet de la motte, en mémoire des soldats de Saint-Nicolas et de Saint-Martin de Brême, morts pour la France. Elle domine toujours le site et rappelle que cette colline est aussi un lieu de recueillement. Mais la motte conserve également sa part de mystère. La tradition locale évoque un réseau de souterrains, de salles secrètes et même un trésor enfoui gardé par un chien aux yeux rouges. Des légendes qui, depuis des siècles, nourrissent l'imaginaire collectif. Et vous retrouvez donc ce nouveau numéro de l'émission Dans le rétro dès aujourd'hui sur TV Vendée. Et nous approchons de la fin de cette matinale. Il est donc l'heure de passer à votre traditionnel café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, un panier garni offert par le casse-croûte vendéen. Et cette question à laquelle il vous faut répondre, question que je vous pose depuis ce lundi, quel produit phare de la gastronomie vendéenne vient d'être labellisé site remarquable du goût? Nous cherchons donc cette semaine dans la matinale de TV Vendée un produit de la gastronomie vendéenne qui vient d'être labellisé, ce label national site remarquable du goût. Plusieurs indices vous ont déjà été donnés depuis ce lundi. Un premier indice vous indiquait que ce produit de la gastronomie vendéenne peut aussi bien se manger cru que cuit.
Mardi, je vous indiquais sa caractéristique, sa couleur rose ou sa couleur grise. Et puis hier, je vous indiquais également que ce produit fait le bonheur de la filière pêche vendéenne. Un quatrième indice. En ce jeudi, ce produit est associé régulièrement au nom de la commune de Saint-Gilles. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Si oui, rendez-vous sur notre site tvvendée.fr, rubrique Jeux, pour y déposer cette fameuse réponse. Vous avez jusqu'à vendredi midi et pas une minute de plus pour tenter d'être tiré au sort et repartir avec ce panier garni offert cette semaine par le casse-croûte vendéen. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle matinale. Vous avez rendez-vous dès 12h30 avec l'actualité et un nouveau journal. Vous retrouvez bien évidemment un nouveau numéro de Dans le Rétro aujourd'hui ou encore de Vivez la Vendée consacré à la science. Allez, en ce qui me concerne, je vous dis à très vite sur notre antenne.